Bon, très bien. Je vous propose du coup de commencer en attendant que les entreprises puissent se connecter. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier webinaire RH sur, réussir son premier recrutement. Je suis David Cotte, je suis chargé de mission RH chez Fibois Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis arrivé récemment dans la structure et mon rôle est d'accompagner les entreprises sur tous leurs besoins en matière de ressources humaines. Et aujourd'hui, l'enjeu, bah, c'est de pouvoir présenter tout ce qui se passe lorsqu'on passe de 0 à 1 salarié, toutes les obligations à avoir, tout ce qu'il faut penser en termes d'informations, en termes de financier, d'estimation financière lorsqu'on recrute son premier salarié. Euh, voilà, je vais proposer à mes collègues qui interviennent également de se présenter en attendant les deux entreprises qui interviennent également. Dans l'ordre, Frédéric. Oui, bonjour, donc je m'appelle Frédéric Besson, donc moi je suis sur la MSA Auvergne. Donc j'accompagne en fait tous les employeurs de main-d'œuvre qui sont rattachés à la MSA Auvergne. Et donc je suis aussi responsable de ce qu'on appelle du service conseil avec des conseillers professionnels qui sont là aussi pour justement, quand il y a des primo-employeurs, également faire toutes les démarches pour côté, on va dire, organisme pour par la suite tout ce qui on va parler hein, de DSN ou autre. Voilà. Frédéric Besson de la MSA Auvergne. Merci. Vanessa. Oui, bonjour à tous. Donc, Vanessa Reynaud, moi je suis inspectrice du travail à la DRETS Auvergne-Rhône-Alpes. Et je suis en fait au sein d'une unité spécialisée dans la lutte contre le travail illégal, qui a une compétence régionale, et notamment sur l'agriculture, d'où ma présence ici aujourd'hui. Merci. J'ai vu que Monsieur Cubizol nous avait rejoint. Si vous voulez bien vous présenter rapidement. Oui, donc bonjour à tous. Je suis artisan en Haute-Loire sur le secteur de Sogg. Je suis artisan menuisier. Voilà, donc je suis installé depuis 3 ans et demi et en fait je participe à la réunion pour voir un peu ce qui m'a poussé à engager du personnel. Voilà. Très bien, on y reviendra. Je vous remercie en tout cas d'être là aujourd'hui. On attend encore l'entreprise Terner qui m'a indiqué qu'elle nous rejoindrait vers la fin. Donc, au programme du jour, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on fasse un petit zoom sur comment définir son besoin en matière de recrutement. On aille assez rapidement sur ce sujet-là. Je vais vous prendre un cas concret aussi pour un zoom financier lorsqu'il s'agit de prendre en compte son premier recrutement. Je laisserai la parole à l'adresse et à la MSA également et un petit témoignage entreprise et aussi je prendrai toutes vos questions enfin, on prendra toutes vos questions pour pouvoir y répondre. Aujourd'hui, on n'est pas beaucoup sur le webinaire. Je trouve que ça peut être une chance également. Donc, j'ai laissé les micros et les caméras exprès ouvertes. N'hésitez pas, si vous avez des questions aussi entre-temps sur un sujet, c'est l'occasion de pouvoir y répondre en direct. Sinon, je vous proposerai de voilà, poser vos questions plutôt sur le chat. Avant ça, petite question d'ailleurs sur le chat. Si vous pouvez indiquer qui est sous la MSA en termes d'entreprise dans le chat et sous quel MSA. Ouais, je ne sais pas si Frédéric. Ouais, oui, bonjour, excusez-moi, rebonjour. En fait, comme c'est un webinaire qui est sur la région Aura, vous savez que les MSA, en fait, il y a plusieurs MSA. Donc aujourd'hui, ben oui, pour le compte de la MSA Auvergne, mais je vais aussi parler pour les autres MSA. Donc voilà, si vous êtes affilié auprès de une des MSA, merci de m'indiquer votre structure et à quel MSA vous êtes rattaché. Comme ça, je ferai aussi un petit lien avec mes collègues. Voilà, merci à vous. Je vois que Pierre-Alexandre Terner nous a rejoint. Bonjour. Si vous voulez bien vous Bonjour. présenter rapidement avant de vous faire intervenir. Là, comme ça, ce sera mieux pour tout le monde de voir la tête de la personne. Bonjour à tous. On va faire simple. Je suis désolé, en tenue de travail, ça s'est pas bien passé ce matin.
C'est un peu la course. Donc, enchanté, bonjour tout le monde. Donc, Pierre-Alexandre Terner, moi je suis gérant de la SARL Forêt Vert, qui compte maintenant, enfin depuis novembre, le 12 novembre, un salarié. Je suis issu du métier de la remontée mécanique, donc un peu rien à voir. C'est une reconversion professionnelle dans le monde de la forêt, dans le but de travailler en fait dans l'intérêt du bien commun, suite à la formation que j'ai passée au lycée Renac à la Motte-Servolex, donc le BP responsable de chantier forestier. Suite à quoi j'ai décidé d'ouvrir donc l'entreprise Forêt Vert SARL, pour travailler suite à l'obtention du BP. Donc bien sûr, l'entreprise est à vocation de travailler en forêt, mais pas que. En fait, l'idée de cette structure, c'est de faire une structure qui a la capacité de maîtriser, si je puis dire, toutes les branches de la filière. Donc en commençant par toutes les activités d'abattage, de bûcheronnage, le débardage, qui est une partie en fait souvent morcelée de la filière, c'est-à-dire qu'il y a des bûcherons qui bûcheronnent, ils font que ça. Il y a des débardeurs qui débardent, ils font que ça. Il y a des transporteurs qui transportent, ils font que ça. Il y a des gens qui transforment, donc les scieries, ils font que ça. Et puis il y a les gens qui vendent le bois, ils font que ça. Moi, l'idée, en fait, c'est de ramener dans la structure donc le bûcheronnage, le débardage, le transport, la transformation et la vente. Donc avec une maîtrise de A à Z pour du coup améliorer, donc éviter les intermédiaires, améliorer les coûts, proposer aux clients définitifs, là dans le cas de la transformation bois de chauffage, parce que c'est la première activité que j'ai lancée dans le cas de la transformation, d'avoir des prix qui sont un peu plus attractifs que les prix du marché qu'on peut voir des 150, enfin 150, entre 110 et 150 euros l'aster. Moi, j'arrive à faire des 90, 80 l'aster, parce que du coup, je maîtrise plus ou moins toutes les branches de la filière. Ok, Euh, je vous coupe, on aura l'occasion d'y revenir. Je vous remercie en tout cas d'être présent aujourd'hui pour témoigner sur votre premier recrutement. Voilà, je vous laisserai la parole par la bien suite. sûr. Euh, donc voilà le programme. Pour se mettre en jambe, moi j'aime bien parler chiffres également. Donc voilà, trois phrases, trois intitulés. D'après vous, la déclaration préalable à l'embauche doit-elle enfin, sous combien de temps doit-elle se faire avant l'embauche? La visite médicale d'information préventive doit s'effectuer dans les Mm, mm. avant l'embauche, suivant l'embauche. Et enfin, les ruptures de période d'essai sont, selon vous, en augmentation ou en baisse en termes de CDI rompus pendant cette période. Voilà, je vous ai laissé les micros ouverts si vous voulez bien voilà, peut-être participer. Moi, je dirais la DPAE, j'ai envie de dire 5 jours avant l'embauche, mais j'aurais même dit juste avant la date d'embauche. Mais bonne question. D'ac- D'accord, ok. Pour la visite médicale, du coup, une indication? Pour moi, la visite médicale, je peux la faire passer après l'embauche. Ouais, Euh, pour me mettre en conformité, il faut que le jour de l'embauche, j'ai demandé au salarié s'il en a une. S'il n'en a pas une, il faut que je prévoie de lui faire passer. ok. On reviendra du coup sur les délais. Et d'après vous, du coup, les ruptures de période d'essai, en augmentation ou en baisse en ce moment? Ça, c'est une très bonne question. Bah écoutez, je vais y répondre du coup. Voilà, on ira dans le détail évidemment de la DPAE, des visites médicales avec mes collègues Vanessa et Frédéric. Donc la DPAE, déclaration préalable à l'embauche, doit se faire dans les 8 jours avant l'embauche. La visite médicale d'information préventive et de la prévention doit se faire dans les 3 mois suivant l'embauche. Et enfin, petit chiffre quand même sur les périodes d'essai pour vous donner une indication sur les situations d'emploi à l'heure actuelle. On a des ruptures de période d'essai qui sont en baisse avec 19% de CDI rompus, ce qui correspond à moins de 2% par rapport à l'année dernière. Donc ça en dit long sur la situation économique, le fait que les salariés restent un peu plus en poste et ont moins tendance à rompre leur période d'essai, actuellement en tout cas sur la période. C'est un chiffre qui date de fin avril 2025. Voilà. Pour se mettre un petit peu en jambe, on se refait le rappel du processus de recrutement. Donc rapidement, nous, du coup, on va se
focaliser vraiment ici sur l'analyse du besoin avec les compétences qu'on va rechercher, une estimation financière, vérifier les obligations réglementaires, puis ensuite vient le processus dit plutôt classique avec une diffusion de l'offre sur les différents réseaux, des job boards, du sourcing même en fonction des profils recherchés. Et ensuite, on va sur les étapes de sélection des candidats sur CV, entretien structuré. Et enfin, la dernière étape, l'intégration du collaborateur via l'accueil, la formation et la fameuse période d'essai qu'on a citée juste avant. Donc, pour vous aider à définir son besoin, il y a des aides. Et ça, je préfère le dire dès le début parce que on oublie souvent les aides que peut mobiliser une entreprise. Vous avez ce qu'on appelle un PCRH, en dehors de cet acronyme assez long qui est une prestation de conseil en ressources humaines. Votre OPCO, opérateur de compétences auprès duquel vous adhérez, peut vous accompagner, peut vous mettre en lien avec un cabinet sous un coût pris en charge plus ou moins à 100% en fonction des OPCO et de votre situation, pour justement vous aider à cerner le besoin, vous aider dans vos recrutements, vous accompagner sur la formation, l'intégration et même aussi la qualité de vie au travail. Vous avez un deuxième dispositif qui est en parallèle de celui-là, qui est un dispositif de la région qui, pour le coup, est entièrement pris en charge. Être accompagné dans ma fonction RH, pour la petite information, c'est moi qui portais ce dispositif auparavant, où du coup, on accompagnait les entreprises sur toutes les thématiques que peut rencontrer une entreprise, du recrutement au réglementaire, à l'intégration. Voilà, tout sujet lié à l'humain pouvait être traité sur ces deux dispositifs. Donc voilà, si vous voulez un peu plus d'informations, vous avez mon mail, mes coordonnées. On peut tout à fait mettre ça en place. Voilà. Mais pour revenir sur le recrutement, quelles sont les bonnes questions à se poser? Là aussi, on pourra revenir dessus. Déjà, c'est choisir quel profil, débutant, expert ou confirmé, en fonction évidemment de ce qu'on recherche comme compétence, pour voir si on a les épaules pour recruter un débutant et le former, ou si on a besoin d'un expert du métier en fonction de notre structuration. La temporalité du recrutement, est-ce que c'est un besoin immédiat selon la situation, ou est-ce qu'on en aura besoin dans 6 mois? En fonction des projections économiques et financières de la structure. Le motif du remplacement pour arrêt ou départ de l'entreprise, du long terme, du court terme, accroissement d'activité, renfort ponctuel. Ça, c'est important notamment lorsqu'on se pose les questions pour un CDD. Et Mm. enfin, l'intégration. Voilà, voir du coup les possibilités de formation à l'arrivée du salarié. Dans les types de contrats, ce qui est intéressant à vérifier, c'est les aides. Mince. C'est les aides qu'on peut mobiliser, notamment sur l'alternance, où vous avez des aides plutôt sur l'apprentissage à hauteur de 5 000 euros, euh, voilà, qui peuvent être cumulées avec des aides France Travail et des aides liées à la GFIP en fonction du profil, si vous avez une personne en situation de handicap. Mais là où je veux attirer votre attention, c'est que recruter un salarié, ça je pense que les entreprises qui ont déjà recruté présentes ici le savent très bien, c'est anticiper tout le à côté du recrutement du premier salarié, et notamment la gestion administrative de la paye et la charge de travail que ça peut impliquer par la suite. Mm. Je vous prends un petit exemple semi-concret, on va dire, d'un salarié recruté au SMIC, 35 heures, hors convention collective, avec le salaire brut minimal de 1 801 euros. Donc, ce qui correspond à un net à peu près à 1426,30 euros. C'est de l'à peu près, hein. Ça peut vraiment bouger en fonction des structures, des conventions collectives, pardon, secteur d'activité. Mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée, on est plutôt sur ces chiffres-là, avec du coup des charges patronales plutôt à hauteur de 25%, encore une fois, de manière générale, pour un total mensuel employeur à 1 876 euros lorsqu'on est au SMIC, et un total annuel à 22 000 euros. Mais est-ce que le salaire correspond à toute l'estimation financière que doit faire un employeur lorsqu'il recrute un premier salarié? Eh bien, pour les entreprises qui ont déjà recruté, vous savez très bien, non. Euh, il y a tout ce que j'appelle moi le à côté du premier recrutement, avec effectivement la gestion de la paye. Est-ce que l'employeur du coup va gérer la paye de lui-même? Donc du coup ça demande une certaine formation lorsqu'on découvre la paye, ou alors va passer par un cabinet externalisé avec un coût
un coût voilà, qui est un peu estimatif, qui peut être beaucoup moins, voire beaucoup plus, en fonction du cabinet que vous utilisez ou du logiciel que vous prenez. Et évidemment, la médecine du travail, notamment pour tout ce qui va être visite de prévention. La complémentaire santé, qui est obligatoire. Un Mm. employeur doit pouvoir la proposer à hauteur de 50% pris en charge par l'employeur. Matériel, poste de travail, évidemment, encore une fois, c'est une estimation. En fonction des secteurs d'activité, 500 à 1500 euros, ça peut être largement plus en fonction du poste. Formation et intégration, là aussi une estimation à hauteur de 300 euros. Alors, on ne paye pas toujours une formation à l'arrivée sur le poste d'un salarié. Pour autant, ça représente du temps de former, d'intégrer le salarié. Et on peut facilement faire une estimation financière du temps qui est alloué à la formation du nouveau salarié, du nouveau collaborateur sur le poste. Et enfin, la responsabilité civile employeur, là aussi, c'est un estimatif. Tout ça pour vous dire que au cumulé, recruter un salarié, ce n'est pas juste le salaire brut ou le salaire net, c'est tout ça. Voilà. C'est tout ça. Je répète, c'est une estimation, hein, où du coup, en prenant tous les coûts, euh, bah, du coup, lié au salaire, au coût mensuel employeur, la gestion de la paye, la médecine professionnelle, la complémentaire santé, matériel, formation, et tout ce qui peut être également dû à côté. On est à un coût qui est qui peut être assez important et qui sort du coût du salaire du salarié. Et c'est là où je voulais attirer votre attention, c'est de bien faire attention à l'estimation financière avant avant le recrutement d'un premier salarié, et de bien estimer du coup tout ce que ça implique, que ce soit en termes de suivi, d'obligations réglementaires, on va y venir juste après, que ça peut représenter de recruter un premier salarié. Je fais quand même une petite slide également sur le lancement du recrutement qui me paraît toujours important et sur lequel nous, on peut vous accompagner côté Fibo Aura, notamment sur la création de l'offre d'emploi où vous avez pléthore d'outils qui vous permettent de faire une offre d'emploi qui est attractive. Parce que les offres d'emploi qui auparavant pouvaient contenir 5 lignes, ça ne peut plus être le cas aujourd'hui, étant donné qu'on a vraiment une norme sur les offres d'emploi qui permettent d'avoir un peu plus de candidats sur certains postes. Donc voilà, bien faire attention à la création de l'offre d'emploi. Et je vous ai mis quelques sites pour diffuser l'offre d'emploi aussi aujourd'hui pour sortir de ce phénomène de bouche à oreille qui a ses avantages mais aussi ses inconvénients aujourd'hui dans le recrutement. Mais voilà, revenons du coup au premier recrutement et aux obligations qu'elles impliquent. Et pour ça, je suis ravi de pouvoir faire intervenir du coup Vanessa de l'Adrets à ce sujet. N'hésite pas à me dire quand tu souhaites que je passe les slides parce que je ne crois pas que tu puisses. Je sais pas, je vais voir. Peut-être, je pense que Ok, j'ai la main pour bouger. On verra. eh ben on verra. Très bien. Donc, c'est mon tour. Donc, comme je disais tout à l'heure, moi, je suis inspectrice du travail, donc je vais avoir un regard plutôt côté inspection du travail pour vous présenter les choses. L'idée, c'est de vous présenter les étapes obligatoires à suivre lors de l'embauche d'un premier salarié, c'est-à-dire toutes les obligations qui vous incombent en tant que nouvel employeur, parce que oui, embaucher un salarié, ben, ça implique d'avoir de nouvelles responsabilités qui vous tombent dessus. Le mieux, c'est quand même de les connaître pour éviter de se retrouver embêté par la suite, puisque si on ne respecte pas les formalités vis-à-vis de l'administration ou des organismes sociaux comme la MSA et l'URSSAF, on peut se retrouver face à des sanctions pénales, civiles ou administratives, notamment dans le cadre du travail illégal. Donc, voilà, l'idée, c'est de bien poser comme ça les règles dès le départ pour savoir où on va et ce qu'il faut faire. Donc, vous avez des formalités, comme je disais, vis-à-vis de l'administration. Vous avez des obligations à l'égard du salarié. Et on va un petit peu dérouler tout ça. J'ai mis un peu étape par étape pour que ce soit assez didactique. Mais bien évidemment, ces étapes peuvent se faire dans l'ordre que vous voulez, hein. Je les ai mis dans un ordre pour vous les présenter. Mais à part la première, qui est vraiment la première à faire, on va en parler tout de suite. Le reste, c'est vous qui voyez dans la gestion de votre embauche. On abordera vite fait aussi les salariés de nationalité étrangère parce que vous pouvez être aussi confronté à cette problématique-là. Mais on verra ça assez rapidement, mais je vous ferai un petit focus dessus quand même parce que c'est d'actualité. Alors, l'étape 1.
et qui, celle-là, c'est forcément la première, c'est de réaliser la déclaration préalable à l'embauche. Donc, on en a parlé pendant l'introduction. Ça, c'est une formalité qui est vraiment obligatoire pour toute embauche, quelle que soit la nature du contrat de travail. Voilà, CDI, CDD, apprentissage, contrat saisonnier. Il n'y a vraiment que les stagiaires qui ne font pas l'objet d'une DPAE. Donc, elle doit être faite dans les 8 jours avant l'embauche. Alors, 8 jours, c'est le délai, c'est-à-dire que si vous le faites 1 heure avant, ça marche aussi, puisque des fois, on est un peu pris par le temps. Normalement, une première embauche, c'est un petit peu plus réfléchi qu'au dernier moment, mais voilà, ça peut se faire. En fait, il faut que ce soit préalable. C'est dans le titre, hein, déclaration préalable à l'embauche. Du moment que vous avez un salarié qui rentre dans votre entreprise, il faut qu'il soit déclaré auprès de la MSA ou de l'URSSAF, selon l'affiliation de votre régime. Donc, vous avez aussi le titre emploi simplifié, TESE ou TESA, qui permettent d'effectuer cette obligation directement via le formulaire. Ça, je pense que Frédéric Besson vous en parlera peut-être un peu mieux que moi. Ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que l'absence de DPAE, ça entraîne des sanctions pénales en matière de travail illégal, étant donné qu'en cas de contrôle, voilà, moi je suis inspection du travail, je viens chez vous, je vois des gens qui travaillent et qui n'ont pas fait l'objet d'une DPAE, nous considérons que c'est du travail dissimulé par dissimulation de salariés, du travail illégal. Et donc ça peut avoir des répercussions un peu lourdes pour l'entreprise. Donc faites-le, sachant qu'une déclaration préalable à l'embauche, même si elle est faite, n'oblige pas d'avoir le salarié qui vient chez soi. C'est-à-dire que si finalement le salarié se dit non, finalement je ne veux pas travailler chez vous, c'est pas grave que la DPAE soit faite vu que ça n'entraîne rien derrière. C'est simplement du déclaratif. Donc les éléments qui sont à mentionner dans la déclaration préalable à l'embauche, donc qui sont obligatoires, voilà, il y a la dénomination sociale de l'entreprise, votre code NAF, votre SIRET, votre adresse, tout ce qui concerne l'identité de l'entreprise. Il faut noter le service de santé au travail compétent. Donc, si vous êtes affilié à l'URSSAF, ça va être l'AIST. Et si c'est la MSA, c'est la MSA. Tous les renseignements concernant le salarié embauché, hein, son identité, la date de naissance, enfin, voilà, tout le package. Bien mentionner la date et l'heure d'embauche. Si c'est lundi 7 mai 8 heures, il faut que ce soit noté le 7 mai à 8 heures. Et les informations relatives au contrat de travail, hein, quel est le type de contrat, la durée du contrat, si c'est un 35 heures, un temps complet, un temps partiel, voilà. Mais ça se remplit, c'est assez didactique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la copie de cette déclaration doit être remise au salarié. Hein, voilà, il faut qu'il en ait une copie. Donc, c'est souvent un accusé de réception hein, qu'il a, mais voilà, il faut que le salarié ait ce document. Pour la DPAE, M. Besson reviendra dessus de manière un petit peu plus précise. Moi, je vous donne juste le cadre réglementaire. Voilà, c'est obligatoire, il faut faire comme ça. Donc, l'étape numéro 2. Moi, j'ai mis en numéro 2, rédiger le contrat de travail, puisque c'est concomitant à l'embauche. Et que comme c'est le document qui régit vraiment les relations que vous avez avec le salarié embauché, c'est important de déjà savoir ce qu'on veut mettre dedans dès le départ. Donc là, on va préciser vraiment tout ce qui va régir les relations, hein, donc la rémunération, la qualification, la durée du travail. Bon, c'est la convention que vous passez avec le salarié. Donc pour ça, vous devez recueillir plusieurs éléments que souvent vous avez déjà recueillis pour effectuer la DPAE. Donc on a tout ce qui va être titre d'identité, hein, pièce d'identité ou titre de séjour, une photocopie de la carte vitale. Ces documents, moi j'ai un conseil à vous donner, c'est de demander l'original. Parce que là, c'est marqué une photocopie, puisque en fait, il faut que vous conserviez une photocopie. Mais demandez l'original, parce que si c'est une photocopie qui vous est transmise, ça peut être un faux, ça peut être illisible. Enfin voilà, demandez l'original et faites la copie vous-même, ce sera beaucoup plus simple. Alors un RIB, puisque maintenant, la plupart du temps, les salaires sont versés par virement bancaire, hein, c'est devenu un petit peu la norme, donc c'est à ce moment-là qu'il faut le demander. Donc on a plusieurs types de contrats de travail possibles et là, comme on est dans le cadre du contrat de travail, là, dans cette étape-là, je vous ai fait un petit focus sur les différents contrats de travail que vous pouvez rédiger. Alors, on a le CDI, bien évidemment, qui est la forme normale, générale de la relation de travail. C'est celle, normalement, à laquelle vous avez recours quand vous embauchez un salarié.
donc qui peut être conclu à temps partiel, à temps complet. Ça, c'est vous qui voyez. Et il peut être rompu par l'une ou l'autre des parties, alors pendant la période d'essai, certes, mais également par la suite, dans le cadre d'un licenciement, d'une démission, d'une rupture conventionnelle, un départ en retraite. Voilà. Ce contrat étant à terme indéfini, on peut le rompre à tout moment par l'une ou l'autre des parties. Donc ça, c'est la forme normale de la relation de travail. Ensuite, il y a le CDD, le contrat à durée déterminée, qui là, pour le coup, est encadré par la loi. Avec, il peut être en fait établi vraiment dans des cas limitatifs. Il faut qu'il corresponde en fait, Cécile, donc du coup. Il faut qu'il corresponde à l'exécution d'une tâche précise et temporaire. Donc ça, cette tâche, elle doit être vraiment précisée dans l'écrit, dans le contrat de travail, puisque ce contrat doit être obligatoirement écrit. Ça, je ne l'ai pas dit, effectivement, pour le CDI, ce n'est pas obligatoirement écrit, mais je vous conseille de le faire. Hein, les écrits restent, comme on dit. Donc, le CDD, pour lui, il est obligatoirement écrit et donc doit mentionner le motif de recours à ce contrat, la durée du contrat, s'il y en a. Et ce qui est important de savoir, c'est que ce contrat ne peut pas avoir pour objet de pourvoir un emploi durable et permanent dans l'entreprise. S'il pourvoit un emploi durable, en fait, il peut être requalifié en CDI. Ça, c'est important de le savoir parce que du moment que vous sortez du cadre légal, une requalification en CDI est possible. Je voulais juste parler du délai de carence entre deux CDD, puisque le CDD peut être renouvelé avec le même salarié sur le même poste. Et dans ce cas-là, il faut un délai de carence, c'est-à-dire une période entre la fin du CDD et la réembauche de ce salarié. Donc, ça, vous aurez accès ensuite au support qu'on présente aujourd'hui, donc je vais passer rapidement dessus. Mais voilà, il faut respecter ce délai de carence si vous souhaitez le renouveler, parce que sinon, ça entraîne la requalification du CDD en CDI. Donc, c'est important quand même de l'avoir en tête, sachant que si c'est pour assurer le remplacement d'un salarié qui est absent, si vous devez le renouveler parce que cette absence se prolonge, là, il n'y a pas de délai de carence. Voilà. Ni pour les emplois à caractère saisonnier. Il n'y a pas de délai de carence non plus. Mais pour tous les autres cas, voilà, il faut observer ce délai-là. Autre type de contrat de travail, vous avez le contrat de travail intérimaire. Là, je ne veux rien vous apprendre non plus, mais voilà. Donc là, on passe par une entreprise de travail temporaire qui met à votre disposition un ou plusieurs salariés pour une durée limitée. Pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire. Donc, on est un peu dans le même cadre que le CDD, puisqu'on est limité également par les cas énumérés par la loi. Donc là, le salarié vient pour une mission et ne doit pas pourvoir un emploi permanent de votre entreprise non plus. Donc là, vous devez avoir, ça c'est important de le savoir, vous devez avoir un contrat de mise à disposition qui est établi entre vous et l'entreprise de travail temporaire et un contrat de mission qui est établi entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire. Il faut absolument ces deux documents. Et je fais un petit focus sur le travail saisonnier, puisque souvent en agriculture, c'est souvent saisonnier, puisque ce sont des tâches qui sont amenées à se répéter chaque année au rythme des saisons. Pour la forêt, ça peut être lié aussi à des arrêtés concernant les essences d'arbres, etc. Donc voilà, on a des contraintes liées aux saisons, liées aux périodes dans l'année. Donc dans ces cas-là, on peut avoir besoin de travail saisonnier. Là, il y a deux types de contrats possibles. Vous avez le CDD, bien évidemment, puisque c'est à durée déterminée, hein, le travail saisonnier. Donc, on peut prévoir ou pas un terme précis, hein, parce que ça peut être... on peut se dire, j'ai besoin d'un travailleur saisonnier, mais je ne sais pas pour combien de temps. Donc là, il faut quand même mentionner une durée minimale d'emploi dans le contrat. Et après, il y a le TESA, hein, le titre d'emploi simplifié agricole, qui peut être établi pour 3 mois maximum.
Donc, pour le travail saisonnier, on peut renouveler le contrat, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Pour un emploi effectivement saisonnier, il ne faut pas le renouveler pour qu'il devienne permanent. Ça va sans dire. Ou sinon, vous avez des contrats avec des clauses de reconduction. En fait, cette clause de reconduction, c'est surtout que vous priorisez en fait le salarié sur le même type de poste en cas de besoin. Là, pour les contrats. Alors, en étape 3, oui, j'ai mis affilier le salarié aux institutions de retraite et de prévoyance. Donc, comme on en parlait tout à l'heure, il y a la couverture complémentaire avec les mutuelles qui doivent être maintenant proposées à tous les salariés depuis 2016. Donc, ça, c'est une obligation qui vous incombe à chaque embauche. Et bien sûr, prévoir la visite médicale d'embauche. Donc, on disait, hein, dans le délai de 3 mois à compter de la prise de poste par le salarié, en fait, il faut que vous preniez la tâche, donc soit de l'AIST, soit de la MSA pour pouvoir vous affilier et pouvoir prendre rendez-vous pour le salarié que vous souhaitez embaucher. Le délai de 3 mois, en fait, il faut que dans ce délai de 3 mois, vous ayez au moins pris rendez-vous pour votre salarié. Après, je sais que selon les départements, selon les secteurs, ça peut être compliqué d'avoir la médecine du travail qui puisse répondre dans les 3 mois. Donc, c'est au moins justifié que les démarches ont été effectuées et que le salarié va bien avoir droit à sa visite médicale. Sachant qu'effectivement, on en a parlé tout à l'heure, les salariés embauchés qui auraient déjà eu une visite médicale auparavant pour le même type de poste, s'ils peuvent justifier d'avoir passé une visite médicale sur le même type de poste, ce n'est pas obligatoire de lui faire repasser immédiatement. Mais bon, en gros, il faut que vous vous affiliez à la médecine du travail pour qu'il puisse y avoir accès. En étape 5, c'est la mise en place des registres et des affichages obligatoires. Du moment que vous embauchez un salarié, voilà, vous allez avoir des obligations au sein même de votre entreprise, qui va être la mise en place notamment du registre unique du personnel. Alors ça, moi, je vous invite à prendre un livret Exacompta qu'on trouve dans toutes les bonnes papeteries et librairies. Là, c'est le recensement vraiment de tous les salariés qui vont être amenés à travailler chez vous, donc par ordre chronologique. Donc, quand vous avez un premier salarié, il va être sur la première ligne et vous avez pas mal d'informations à mentionner dedans, hein, donc son nom, sa date de naissance, son adresse, sa qualification, s'il a un titre de séjour, son titre de séjour, voilà. Et donc, doivent être notés dans ce document la date d'entrée et lorsque le salarié part de votre entreprise, la date de sortie. Donc ça, c'est vraiment obligatoire. Il doit être présent dans tout établissement. Si vous avez plusieurs établissements et que dans chaque établissement, il y a un salarié, il faut que le registre unique du personnel soit présent dans tous les établissements. C'est vraiment le document qu'il faut savoir présenter en cas de contrôle. Voilà. Ensuite, il faut rédiger le document unique d'évaluation des risques professionnels, puisque lorsque vous avez un salarié qui arrive dans votre entreprise, vous l'exposez aux risques qui sont inhérents à votre activité, inhérents à la configuration des locaux de votre entreprise. Donc, il faut que vous recensiez ces risques-là, que vous les identifiez et qu'ensuite vous puissiez mettre en face les moyens de prévention pour assurer la santé et la sécurité de votre salarié. Et bien évidemment, il faut en informer votre salarié, hein, qu'il sache à quoi il est exposé en venant travailler chez vous. Donc, ce document unique d'évaluation des risques, il est obligatoire. C'est un peu fastidieux à faire, hein, j'en ai conscience et je ne vous le cache pas. Vous pouvez être aidé là-dessus, hein, il y a des professionnels qui peuvent aider à la rédaction de ce document. Vous pouvez vous aider sur Internet. Voilà, aujourd'hui, sur Internet, on trouve tout, donc on peut s'aider comme ça aussi. Mais en tout cas, ce document doit être obligatoirement rédigé et vraiment mis à la connaissance de votre salarié. Sachant qu'en cas d'accident du travail, que je ne vous souhaite pas, je touche du bois, c'est le document que va demander l'inspection du travail lors de son enquête. Et s'il n'a pas été mis en place, s'il n'a pas été rédigé, on va estimer que donc il n'y a pas eu de prévention des risques au sein de votre entreprise et c'est un manquement qui peut vous être reproché. Ensuite, il faut mettre en place l'affichage obligatoire dans les locaux de l'entreprise. Ça, c'est un peu bête et méchant. Une fois que c'est fait, vous n'y touchez plus ou juste pour la mise à jour. C'est les coordonnées de l'inspecteur du travail qui est compétent sur le secteur, les coordonnées de la médecine du travail. Vous allez avoir les consignes de sécurité qui peuvent être affichées,
les références à la convention collective applicable et puis mentionner où est-ce qu'elle peut être consultée. Ça, c'est pour votre salarié. Les périodes de prise de congé, les ordres des départs de congé, bon, quand il n'y en a qu'un salarié, ça va vite. La durée du travail aussi, s'il y a des plannings, ça doit être affiché. Et il faut afficher les textes sur le harcèlement moral et sexuel et sur l'égalité professionnelle. Donc là, moi, je ne vous ai pas mis les articles du code qui régissent tout ça, parce que bon, je ne vais pas vous en farcir la tête. Après, je vous ai mis des liens Internet où vous pourrez aller chercher toutes ces informations si vous en avez besoin. Et donc ça, c'est un affichage obligatoire qui en fait est à l'attention de votre salarié, voilà, qu'il puisse avoir connaissance de tout ce qui l'intéresse en tant que salarié de votre entreprise. L'étape 6, je passe rapidement dessus puisqu'on en a parlé en introduction, c'est la gestion de la paie, parce qu'effectivement, vous avez un salarié, il va falloir payer. Tout travail mérite salaire. Et donc, quand on le paye, on établit le bulletin de salaire qui est obligatoire. Donc, vous lui remettez au moment du versement de sa paye. Il faut que vous sachiez que si vous avez l'accord du salarié, ça peut être un envoi numérique, puisque bon, on se modernise quand même. Donc, c'est soit papier, soit numérique. Et déclarer les charges, vos charges, via la déclaration sociale nominative auprès de l'URSSAF ou de la MSA. Monsieur Besson vous en parlera un peu mieux que moi tout à l'heure aussi. Donc, pour ces 2 choses-là, vous avez plusieurs possibilités. Vous sous-traitez un prestataire comme un cabinet comptable qui s'en occupe, comme ça vous en déchargez. Ou bien vous le faites vous-même, mais effectivement, ça peut être un petit peu lourd. Et si vous avez recours au titre emploi-service, il y a, c'est compris en fait avec l'applicatif. Mais ça, je pense que M. Besson vous en parlera aussi mieux que moi. À savoir que l'absence de bulletin de salaire et l'absence de DSN peut entraîner des sanctions pénales en matière de travail illégal, puisque c'est vraiment une obligation d'établir et de remettre au salarié ce bulletin de salaire. S'il n'existe pas, on estime qu'il y a eu une dissimulation de l'emploi salarié. Alors oui, je vous parlais tout à l'heure d'embaucher un salarié étranger. Je passe rapidement dessus parce que si on rentre là-dedans, on peut en parler pendant des heures, mais ce n'est pas vraiment le sujet Oui, aujourd'hui. rapidement et pareil sur le travail illégal. Voilà. Oui, oui, oui. Mm. Donc, l'emploi d'un étranger sans titre, sans titre de travail, en fait, c'est une forme de travail illégal. Vous pouvez avoir des sanctions pénales et administratives. Donc, ce qu'il faut que vous fassiez quand vous voulez embaucher un salarié, c'est de s'informer de sa nationalité. Si il a une nationalité européenne, il n'y a pas d'autorisation de travail, vous effectuez l'embauche comme un salarié français. Par contre, s'il est extra-communautaire, donc hors Union européenne, il faut qu'il ait un titre de séjour et un titre autorisant le travail pour l'emploi qu'il va occuper. Si jamais il n'en a pas, c'est à vous d'en faire la demande. Donc, on peut le faire en ligne. Pour les saisonniers, c'est une plateforme main-d'œuvre étrangère qui est à Avignon. Et pour tout ce qui est hors saisonnier, c'est une plateforme qui est à Clermont-Ferrand. Mais tout se fait en ligne et je vous ai mis le lien dans une slide un peu plus tard. Donc, ça, vraiment, c'est très important. Il faut qu'on vous présente le titre de séjour assorti de l'autorisation de travail avant son embauche. Et donc là, demandez l'original. Puisque c'est vraiment... il y a des faux qui circulent, donc il faut vraiment demander l'original. Et vous avez l'obligation de vérifier cette autorisation de travail auprès des services de la préfecture, savoir si réellement elle est valide ou pas. Donc ça, vous pouvez le faire en ligne via Internet. Alors, en cas de travail illégal, qu'est-ce que vous risquez ? Donc, effectivement, vous devez déclarer à l'URSSAF et à la MSA tout travail effectué par vous-même ou par vos salariés. Si vous ne le faites pas ou si vous en déclarez seulement une partie, ce travail est considéré comme illégal et vous risquez des sanctions pénales et financières. Donc, en sanctions administratives, il y en a plusieurs. C'est surtout lié aux aides publiques, c'est-à-dire qu'on peut vous les supprimer, vous pouvez les rembourser, vous pouvez être exclu des contrats publics. Ça peut être ennuyeux, notamment si vous travaillez avec l'ONF. Et on peut également faire fermer votre entreprise pendant une durée limitée jusqu'à 3 mois maximum. Ça, c'est décidé par le préfet. C'est des choses qui sont quand même régulièrement mises en œuvre en cas de travail illégal. Vous pouvez aussi avoir un redressement de cotisation. Là, c'est du côté URSSAF et MSA. Donc, en gros, vous allez payer les cotisations que vous auriez dû payer si vous aviez régulièrement déclaré vos salariés ou votre activité.
Et enfin, il y a les sanctions pénales qui sont celles du travail illégal. Donc, le délit de travail illégal, donc absence de déclaration préalable à l'embauche, non-paiement des salaires, enfin voilà, dissimulation de salariés. Là, vous risquez jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Ça fait un peu peur comme ça, mais effectivement, si on fait n'importe quoi, on peut aller jusque-là. Si vous employez un étranger sans permis de travail, sans l'autorisation de travail, comme je vous disais, que vous n'avez pas fait les vérifications nécessaires, là, vous risquez 5 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende par personne, par salarié en fait qui serait concerné. Donc voilà, faut pas vraiment s'amuser à ne pas respecter les obligations que je vous ai énoncées plus haut, parce que ça peut malheureusement coûter cher à l'entreprise. Et là, j'ai terminé. Donc, je vous ai mis sur ce slide-là plein de liens pour avoir des informations un petit peu plus précises sur ce que je vous ai raconté, vu que j'ai balayé un peu de manière rapide la réglementation. Sachez que l'inspection du travail a effectivement la casquette contrôle, mais elle a la casquette aussi prévention et conseil. Donc, n'hésitez pas à saisir l'inspection du travail si vous avez des questions vraiment en droit du travail, notamment sur toutes ces obligations-là. On est là pour y répondre. Voilà, j'ai terminé pour moi. Je laisse la parole à Frédéric Merci, Besson. merci Vanessa. Effectivement, Frédéric, du coup, sur côté MSA. Voilà. Et après, on Oui, passera aux entreprises. merci beaucoup Vanessa. Donc, du coup, ça rejoint tout ce qui a été dit vis-à-vis de l'inspection du travail par Vanessa. Moi, je vais évoquer plutôt le côté pratico-pratique, parce qu'on a à la fois des structures qui sont affiliées au régime général, mais aussi au régime agricole. Donc, ce sont des modalités, elles sont équivalentes, mais par contre, je vais faire une toute petite présentation de la MSA parce qu'on a une particularité, c'est que pour un employeur de main-d'œuvre, toutes ces démarches, elles se font auprès de la MSA, alors que pour un employeur, un futur employeur, un primo-employeur au régime général, il devra faire ses affiliations auprès de l'URSSAF et auprès des différents organismes, alors que nous, la MSA, on a toutes au sein du même organisme. Alors, juste un petit rappel pour dire que la MSA, on reste derrière le régime général, au travers de l'URSSAF ou des salariés affiliés au régime général. On est quand même le deuxième régime de protection sociale en France. Il faut savoir que justement, on protège l'ensemble de la profession agricole, donc toutes les entreprises, les établissements, les salariés, mais également leurs familles. La spécificité de la MSA, c'est qu'on encaisse l'intégralité des cotisations. Alors, quand on parle de cotisations, c'est à la fois celle des chefs d'exploitation, en tant que les cotisations personnelles, mais aussi celles qui sont employeurs de main-d'œuvre pour financer ce qu'on appelle des prestations, donc pour payer derrière auprès des retraites, ceux qui sont affiliés au régime agricole, mais par exemple également tout ce qui est IJ ou indemnité journalière ou en cas d'accident de travail ou autre pour les salariés qui sont affiliés au régime. Donc ensuite, on a une particularité, c'est qu'on a un conseil d'administration dont les membres sont élus. Ça veut dire quoi? C'est qu'en ce moment, la MSA, on est en plein dans les élections. Donc on élit des délégués qui vont former un conseil d'administration en fonction de chaque MSA et qui vont donner une orientation politique à la MSA en fonction de votre rattachement. Donc, on assure bien la protection sociale des non-salariés, des exploitants agricoles, c'est-à-dire comme aujourd'hui parmi nos participants, avec M. Terner, qui lui est affilié à la MSA en qualité de chef d'entreprise, il a ses cotisations avec aussi sa famille. Et on a également aussi toute la partie salariée, donc justement les salariés qui sont sur les exploitations, exploitations agricoles ou forestières ou autres. Tout ce qui est coopérative agricole, et on a aussi des organismes professionnels agricoles, et ça date, et donc comme par exemple le Crédit Agricole ou Groupama, où les salariés sont affiliés auprès de la MSI. Alors, cette petite diapo, juste pour vous dire, voilà, ce qui se passe, c'est que quand on est affilié au régime général, c'est la petite bulle en bas ou l'employeur, c'est-à-dire que le salarié, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va ouvrir ses droits auprès de la CPAM, de la CAF et de la CARSAT, pour ses droits, on va dire, de protection sociale. Et pour l'employeur, lui, de l'autre côté, il doit cotiser auprès de l'URSSAF. Et l'autre petit onglet de la CARSAT, c'est tout ce qui est médecine préventive ou autre, avec tout ce qui est notamment la santé-sécurité au travail. C'est ce qu'on tout à l'heure vous a expliqué, David.
que pour certaines actions, et il y avait pour les employeurs du régime général, il faut cotiser ou payer la cotisation pour la médecine du travail, alors qu'au niveau de la MSA, en fait, tout est intégré. C'est pour ça qu'on a le guichet unique. Et donc, cette petite bulle là pour la MSA qui est en guichet unique, c'est-à-dire qu'on retrouve à l'identique, c'est exactement pareil hein, pour un salarié, que je sois du régime général ou du régime agricole, avec les mêmes prestations. L'équivalent de la CPAM de Amélie, ben, c'est les prestations santé. L'équivalent de la CAF, c'est les prestations familiales. Donc, tout ce qui est retraite, ça en vient aussi. Et tout est lié avec la CARSAT, puisqu'on a des carrières aujourd'hui qui peuvent être. On aura pu travailler chez un employeur du régime général, un autre au régime agricole. Donc, en fait, tous les régimes travaillent ensemble. Et justement, par rapport à l'employeur, c'est que derrière, lui aussi, il cotise pour ses cotisations auprès de la MSA et non pas auprès de l'URSSAF. Et on a aussi un service qui est prévention des risques professionnels. Donc, à l'intérieur, où on va trouver des conseillers en prévention sécurité au travail. Tout à l'heure, Vanessa vous a parlé du document unique pour les risques. Il faut savoir que la MSA également, au travers des conseillers en prévention, vous pouvez les solliciter pour un accompagnement à la complétude de ce document qui, j'insiste un petit peu, aujourd'hui est vraiment primordial quand on devient employeur de main-d'œuvre sur vos structures, car en effet, dès qu'il y a un accident ou autre, c'est même le premier document qui va être demandé à la fois par rapport à l'adresse, par rapport aussi quand il y a une enquête de gendarmerie ou autre. Voilà. Donc, les rappels de la DPAE, tout à l'heure, Vanessa vous a rappelé l'obligation de faire la DPAE et ce qu'elle comprend. Alors, moi, j'ai rajouté, j'y reviens, c'est un peu redondant sur cette diapo-là, parce que la spécificité entre le régime général et le régime agricole, c'est que la DPAE, au niveau agricole, comme on est sur du guichet unique, elle est beaucoup plus complète et plus longue à saisir. Pourquoi? Parce qu'elle répond à plusieurs formalités en même temps. C'est-à-dire qu'on va immatriculer le salarié, on va faire la déclaration auprès Santé et Travail, tout ce qui va déclencher la visite médicale hein, derrière. L'affiliation de l'employeur auprès de son régime d'assurance chômage, mais également au niveau des institutions de retraite, qui chez nous sont la Camarca, et après on a la GIRC comme tous les autres salariés. Et également lorsqu'il faut demander des exonérations sur la DPAE, puisqu'on a parlé de travailleurs occasionnels, donc dans le milieu du bois, les ETF ne peuvent pas bénéficier de cette exonération, mais par contre sur les exploitations agricoles, sur les activités saisonnières, peuvent en bénéficier. Donc la DPAE permet en fait de réaliser plusieurs formalités au niveau MSA, alors que côté régime général, elle va d'abord alimenter l'URSSAF et après c'est l'URSSAF qui va prendre ces éléments pour en informer les organismes. Alors très simple, hein, donc il faut vous connecter, avoir un espace privé MSA si vous ne l'avez pas eu. Cet espace privé MSA, lui, va vous permettre de vous connecter à partir de votre SIRET à votre espace privé. Et dans cet espace privé, il y a plusieurs blocs. Il y a un bloc qui s'appelle DSM DPAE. Et donc, quand vous êtes vous ouvrez voir tous les téléservices, vous pouvez effectuer votre DPAE. Alors, oui, dans les 8 jours qui précèdent l'embauche, voilà. Mais si vraiment c'est une embauche qui se fait vraiment là sur le champ, il faut qu'elle soit faite au plus tard le matin même qu'il arrive. Je le précise, hein, parce que s'il commence à travailler en effet sur l'exploitation ou sur un chantier, eh bien, auquel cas, si la DPAE n'est pas faite à ce moment-là, en effet, vous êtes en travail légal. Et puis, le risque le plus important, c'est en cas d'accident de travail aussi. Donc, une fois qu'on a fait la DPAE, il y a, tout à l'heure, on évoquait la partie paye. Vous êtes dans l'obligation, l'employeur, alors en général, si vous passez par un cabinet comptable,
c'est le comptable qui va vous le faire, c'est la fiche de paye et ensuite de déposer ce qu'on appelle la DSN, c'est la déclaration sociale nominative. Alors, ça, quel que soit le régime, que ce soit du régime général ou du régime agricole, ça repose sur la transmission unique, mensuelle et dématérialisée des données individuelles que vous avez à partir des données de paye. C'est-à-dire que dans le logiciel de paye, vous allez faire la fiche de paye. Toutes ces données vont générer un petit fichier qui va s'appeler DSN. Et cette DSN, elle doit être déposée tous les mois. Pourquoi? Parce que c'est aussi le dispositif qui permet d'envoyer toutes les informations à tous les organismes. Il faut savoir que quand vous faites quand une DSN est déposée, en fait, ça va informer la DGFiP, les impôts, parce que dedans, il y a le montant net fiscal qui va alimenter pour la future pré-remplissage de l'avis d'impôt du salarié. Il va y avoir aussi pour France Travail toutes les données. Donc, il faut savoir qu'une DSN aujourd'hui, c'est un fichier qui permet d'arroser tous les organismes et c'est ce qui a permis en fait de simplifier les démarches des employeurs. Alors, pour faire une DSN, il y a plusieurs actions. En fait, tout le monde travaille ensemble. Il y a l'éditeur de logiciel, il y a l'utilisateur du logiciel de paye, et ensuite, il y a l'organisme qui va réceptionner votre DSN. Alors, bien évidemment, la première étape, quand on fait de la paye, alors si vous le donnez à un comptable, ben, lui, il a déjà tout paramétré, mais si vous prenez de la paye à vous faire par vous-même, il faut bien déjà paramétrer votre logiciel de paye. C'est-à-dire qu'il y a des cotisations légales avec des taux, donc ça, il faut vérifier si les taux sont justes. Il y a toute la partie retraite complémentaire, mais il y a aussi la partie complémentaire santé et prévoyance. Aujourd'hui, la complémentaire santé, l'employeur a une obligation de participer et de contribuer à la complémentaire santé. Et donc, à partir de là, il y a ce qu'on appelle des fiches de paramétrage qui s'appellent pour les organismes complémentaires. Et ces fiches, dès qu'il y a une évolution d'un taux ou d'une situation, il faut que toujours le logiciel de paye soit à jour pour que derrière, les organismes aient la bonne information. Parce que, par exemple, nous, en MSA, on est avec des complémentaires où on gère directement la complémentaire. Et ça permet en fait d'envoyer le flux directement à la complémentaire, les montants qui ont été payés par l'employeur, pour éviter que l'employeur il paye d'un côté à la complémentaire, d'un côté à l'organisme obligatoire. Donc, une fois que vous avez paramétré le logiciel de paye, il y a je dépose ma DSN, c'est le moment. Donc, c'est une DSN mensuelle. L'heure limite de dépôt de la DSN, c'est le jour d'échéance à midi. Voilà, ça, c'est en France métropolitaine, c'est midi. Elle est liée à la paie du mois M, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on est au mois de mai. Donc, quand je vais faire ma paie du mois de mai, elle sera déposée soit le 5 ou le 15 du mois suivant, c'est-à-dire au 5 juin ou au 15 juin. Voilà. Alors, les conditions du 5 et du 15, c'est l'effectif qui est en fonction dans votre entreprise. Bon, sachant que là, on part sur un webinaire RH, vous allez embaucher certainement pour la première fois, où vous avez un premier salarié, donc on est toujours au plus tard au 15 du mois qui suit. Alors, pareil, c'est au même endroit dans votre espace privé. Vous avez ce bloc des SNDPAE, et donc, tout à l'heure, vous avez utilisé, on parlait du bloc DPAE, donc là, on est maintenant sur le bloc DSN, voilà. Et aujourd'hui, dès qu'on dépose à la DSN, on a un suivi et on a des anomalies. Il y a une importance, c'est que tout ce qui est dans votre logiciel de paye concernant le salarié, ça a une importance sur les droits sociaux de vos salariés. Je le dis parce que c'est un outil aujourd'hui la DSN va permettre en fait à calculer tous les droits de vos salariés que vous avez dans votre entreprise. Ça veut dire quoi? Si demain, votre salarié peut bénéficier, par exemple, de ce qu'on appelle de la prime d'activité, aujourd'hui, dans la DSN, vous avez l'obligation maintenant, à partir du 1er janvier 2025, par exemple, de renseigner ce qu'on appelle le montant net social. Et c'est obligatoire dans le bulletin de paye. Donc, toutes ces données, il y a des contrôles là-dessus pour voir si elles sont absentes, si elles sont erronées ou autres. Pourquoi? Parce que si c'est mal fait,
vous allez avoir un impact sur les droits sociaux de votre salarié. Hein. C'est pour ça que aujourd'hui, je dis la paye, c'est un véritable métier, certes. Donc, ça veut dire que c'est aussi de l'investissement. Donc, vous pouvez externaliser la paye en prenant un cabinet comptable. Mais si vous faites, vous prenez quelqu'un pour faire de la paye, dites-vous que la paye, elle aura son travail parce que ça demande beaucoup de vigilance et éviter les anomalies qui pourraient engendrer derrière sur les droits sociaux de vos salariés. Alors, on a parlé, ça c'est le schéma classique. Oui, Frédéric, pardon, je David. propose qu'on passe rapidement sur le Oui. TESA, si ça te Oui. va. Ouais, merci. Donc, ça c'est le schéma classique des PAE, DSN, mais on a aussi le TESA, le titre d'emploi simplifié agricole, ou le TESE. Donc, celui-ci, vous pouvez l'utiliser pour des salariés saisonniers ou travailleurs occasionnels en CDD, mais alors de courte durée, c'est 3 mois maximum. Le produit y ferme. C'est-à-dire, j'embauche là, 3 mois après, à la date quasiment J, le service clôture le contrat. Donc, quel type de contrat des travailleurs occasionnels? Eh bien, en cas de remplacement du salarié, en cas de remplacement du dirigeant, hein, mais aussi pour accroissement temporaire d'activité. C'est-à-dire qu'un ETF, si vous avez un peu plus de boulot et que pour 3 mois, vous voulez prendre un salarié sans passer par un cabinet comptable, parce que derrière, c'est un coût aussi, ça peut se comprendre, vous pourriez très bien utiliser le TESA. Mais le TESA+, on peut l'utiliser aussi. Oui, Pour faire TESA plus Plus de aussi, qui est pour le CDD, CDI, mais qui se rapproche également de toute la partie même paye, parce qu'il faut mettre les taux, il faut être à jour. Mais c'est vrai que si vous utilisez le TESA Plus, c'est peut-être ce que vous utilisez aujourd'hui dans votre démarche. Non, actuellement, justement, parce que chacun son métier, comme vous le disiez Oui, justement, j'ai sous-traité la paye au ouais. cabinet comptable. Alors, Euh, pour vous, dans votre fonctionnalité, par exemple, si vous prenez quelqu'un de 3 mois, moins de 3 mois, ou 3 mois, puisqu'après vous le, pouvez quand même le renouveler une le fois, TESA est très intéressant. Oui, oui, c'est ça c'est le sûr. TESA, mais pas le TESA Plus. Parce que Oui, le bien TESA sûr. Plus, c'est un outil paye quand même. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, du coup, le TESA permet de réaliser l'intégralité des démarches, hein, c'est-à-dire que ça va immatriculer le salarié, faire le signalement pour la visite médicale, on met à disposition également l'attestation obligatoire à remettre au salarié, ça fait le bulletin de salaire, voilà. Ça tient compte également du PAS, hein, du prélèvement à la source. On produit également ce qu'on appelle la DSN, ça le fait, hein, c'est-à-dire on fait le bulletin de salaire, il faut aller jusqu'à l'envoi et le système fait l'envoi de la DSN. Et ça va jusque chez nous à MSA pour lequel derrière on va prélever les cotisations en fonction des éléments que vous avez mis. Il y a une particularité à préciser, je pense, concernant le TESA. Enfin, moi, c'est les problématiques que j'ai rencontrées parce que je me suis débrouillé tout seul comme un grand. C'est qu'en fait, j'ai pas voulu le prélèvement à l'échéance automatique, parce qu'en fait, dans le but d'une trésorerie fragile dans une nouvelle Oui, entreprise, je voulais pouvoir gérer la dépense correctement et avoir du visuel sans me faire surprendre le 15 du mois, avoir la DSN qui tombe. En fait, moi, j'ai laissé en place le virement. Donc, c'est moi qui fais le virement de la DSN dès qu'elle est produite à la date qui me convient mieux que le 15 ou n'importe quand en prélèvement automatique. Et pour ce faire, il y avait une petite particularité, c'est quand on fait le virement, il faut quand même préciser une référence qui oui, tout correspond à fait. à mémoire, année, mois, SIRET de l'entreprise. C'est ça, C'est c'est compliqué exactement à ça. avoir de la part de la MSA parce que les interlocuteurs que j'avais en face, c'était assez compliqué. Donc, j'ai pas spécialement eu d'informations. Enfin, j'ai été obligé d'aller la chercher vraiment, vraiment loin et d'avoir quelqu'un au téléphone pour savoir comment ça fonctionnait. Parce que sinon, en fait, basiquement, le site internet de la MSA, alors je ne sais pas si derrière il y a un automate ou quoi que ce soit qui s'en occupe, mais en tout cas, il vous propose systématiquement le prélèvement avec Le le prélèvement virement SEPA automatique, sur oui. l'autorisation SEPA. Prélèvement SEPA. Oui, en effet, il y a une référence quand on fait un virement. En fait, c'est pour que quand vous faites le virement, ça aille s'affecter sur la créance de la DSN qui a été générée par le TESA automatiquement. Ouais. Mais après, c'est pour ça que je parle pour le compte un petit peu des MSA, mais selon les MSA, l'organisation n'est pas forcément la même. Et c'est vrai que, par exemple, nous, en MSA Auvergne, on a une cellule professionnelle qui accompagne justement les employeurs. C'est un point d'entrée unique pour les employeurs pour répondre à toutes ces questions-là. Ouais. Hmm. Voilà.
Parce que vous êtes sur Alpes du Nord, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Donc, c'est un téléservice, le TESA, qui est 100% en ligne. Voilà, donc ça, on ne peut pas déroger à l'utilisation du TESA en 100% en ligne. Donc, voilà toutes les fonctionnalités. Ce qu'on disait, on fait la DPAE, ça fait le bulletin de salaire, ça alimente aussi le registre unique du personnel automatiquement avec cet outil-là. Et ensuite, il faut qu'on envoie l'information de la DSN et qui est liée jusqu'avec son paiement derrière. Ok, très bien. Je- Voilà, tu je en as pense fini? avoir Oui? terminé et Ouais. vous laisser voilà, le temps disponible pour justement les échanges et les témoignages qu'on peut avoir. Merci en tout Merci cas David. pour... bah, merci, merci à vous. Merci, Euh, merci. voilà, je souhaitais faire intervenir des entreprises. Donc, au hasard, j'ai pris Monsieur Cubizol pour peut-être faire un petit témoignage voilà, de votre premier recrutement, de conseils qu'on aurait aimé vous donner, et aussi peut-être aussi des difficultés que vous avez pu rencontrer, en tout cas sur le ou les premiers recrutements que vous avez pu effectuer. Je propose de faire ça rapidement en 5 minutes parce qu'on a dépassé à un peu moins de 5 minutes si ça vous va. Oui, donc moi, pour mon premier recrutement, en fait, je l'ai fait via une boîte d'intérim qui m'a trouvé un salarié parce que dans notre région, il est assez difficile de trouver un salarié formé, hein, surtout dans la menuiserie ou la fabrication en atelier. Et ensuite, une fois que cette période d'essai sur la boîte d'intérim a été terminée, je l'ai prolongé en CDD. Et j'ai eu la chance d'être bien accompagné justement par ma comptable, qui m'a bien conseillé et qui m'a aidé dans les démarches à effectuer. Donc, elle s'est occupée de beaucoup de choses d'ailleurs. Et après, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est sur l'intérim, on manque un peu d'informations en fait. Quand on va, moi c'est peut-être sur la boîte d'intérim où je suis tombé, où j'ai eu peu d'infos là-dessus, quoi. Sur quoi, pardon Sur l'intérim, en fait. Je savais pas, les coûts, je ne connaissais pas les modalités parce que si on embauche un salarié, si on prend un salarié qui est intérimaire, il faut savoir qu'il y a un délai à respecter, sinon ça correspond à la débauche d'employés. Donc Oui. si on ne le garde pas durant un certain temps, il y a un coût à verser à la boîte d'intérim. Parce que la boîte d'intérim, elle a pas normalement enfin, son salaire est pas déjà carencé. Enfin, il y a pas déjà une revalorisation de son salaire dans le cadre du fait que c'est de l'intérim et du coup un emploi précaire, comme je pourrais dire. Si, mais en fait, Oui. Parce là j'en ai un. que, enfin, Oui. pour compléter peut-être ce que vous dites actuellement, effectivement, lorsqu'on a un intérimaire pour, supposons, une semaine, une boîte d'intérim, toutes ne le font pas, mais c'est quand même la grande partie des structures d'intérim qui ne sont pas des cabinets de recrutement, et la différence est là. Si l'entreprise souhaite recruter sur un contrat, que ce soit CDD, CDI, c'est-à-dire passer en direct, portage direct, eh bien, la boîte d'intérim peut demander à l'entreprise un financement supplémentaire ou une prime que l'entreprise doit payer pour le recrutement officiel du salarié. Je pense que c'est ça que vous êtes en train Voilà, c'est Voilà. exactement ça. Et en fait, là j'ai un nouvel intérimaire et c'est vrai qu'il faut le garder pendant 3 bons mois pour que, cette prime ou l'établissement d'un CDD, coûte pas plus Le cher, quoi. libère. Voilà. Ok. Donc, est-ce que vous auriez je sais pas, conseils ou écueils à éviter sur le premier recrutement, du coup, en dehors de la boîte d'intérim quand... Ouais, après, moi, ce qui est difficile, c'est de connaître le profil de la personne parce que j'ai eu un ouvrier en CDD qui allait très bien. Je lui ai proposé un CDI et du jour où j'ai proposé un CDI, là, c'est un petit peu le piège où il a fait bonne figure avant et le Mhm. CDI a fait en sorte que après ça c'est compliqué. Par exemple, il faut pas trop se précipiter dans l'établissement, bon, pour ma part, dans l'établissement d'un CDI où un CDD long permet de mieux connaître la personne. D'accord. Voilà, Plutôt privilégier le temps passé avec le salarié avant voilà, d'aller plus loin sur du contrat plus voilà, pérenne. au Ok. choix. Alors après, je sais pas si c'est
notre région ou du moins si c'est comme ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes, ben, on le voit surtout en intérim, ils aiment bien travailler 4-5 mois, faire un peu de chômage, profiter du système et revenir après et voilà quoi et c'est difficile, assez difficile de les garder, quoi. D'accord. Vous vouliez ajouter autre chose par rapport à votre expérience sur le premier recrutement? Sur le premier recrutement, bah, après moi ça s'était bien passé, il n'y avait pas eu de problème particulier. Après c'est vrai, beh, comme j'écoutais tout à l'heure, et beh, il faut penser à l'établissement du document unique, du registre, il faut faire tout ça quoi, les affichages obligatoires où ben, c'est vrai que ça fait un bon paquet de travail, Hmm. au départ, quoi. Hmm. Mais Effectivement, pas. sinon à part ça, il n'y a pas eu de problème particulier. D'accord, très bien. Je vous remercie en tout cas pour votre témoignage. Pierre-Alexandre, je peux vous donner le relais. Même question. Voilà, racontez-nous un peu votre premier recrutement. Quels conseils vous pourriez donner du coup à une entreprise qui souhaiterait recruter? Et enfin, peut-être les pièges et les écueils du premier recrutement. Ok. Et Et ben, on finira là-dessus. ouais, je vais essayer d'être bref aussi. Dans mon cas, si je peux donner un conseil à n'importe quelle entreprise, c'est l'information. Aller gratter, chercher le plus d'informations possible sur qu'est-ce que c'est qu'en fait recruter un salarié. Parce que moi, j'avais la chance d'avoir l'expérience pendant 15 années, d'avoir recruté du monde dans le cadre de mon poste de directeur dans une entreprise de la remontée mécanique. Donc j'avais un petit peu cette expérience-là, mais j'avais pas la notion de ce que ça pouvait coûter d'avoir un salarié, un ou des salariés. Mon premier recrutement s'est passé très, très bien. J'ai discuté avec beaucoup de gens, j'ai diffusé un petit peu sur les réseaux, sur l'entourage que j'avais, en disant que je cherchais quelqu'un, je cherchais quelqu'un, je cherchais quelqu'un. Il s'avérait que, en fait, la personne, que j'ai trouvée, qui est aujourd'hui mon salarié, était une personne qui sortait d'une formation suite à une reconversion comme moi. Il sortait de la même formation que celle que j'ai faite, quasiment la même formation. On s'est rencontrés, ça s'est très bien passé parce que moi j'avais cette expérience du recrutement, j'avais cette expérience de la RH, j'ai fait des études en management, et cetera. Donc ça m'a permis de faciliter les choses. En tout cas, aujourd'hui, moi avec mon bagage, j'ai été surpris de plusieurs choses, notamment à quel point en fait on n'est pas informé en tant que nouvel employeur. On manque quand même beaucoup de formation, je trouve, dans les formations. On manque quand même beaucoup de formation à qu'est-ce que c'est que gérer une entreprise. Je prends l'exemple d'une entreprise de travaux forestiers comme moi, où on est très peu à embaucher des salariés. On fonctionne plutôt avec une entreprise de bûcheronnage, se groupe avec une entreprise de débardage, et en fait, on fait une sorte de boîte commune, et puis on paye l'ONF, enfin l'ONF nous paye comme ça. Enfin, et en fait, on n'est jamais à embaucher, comme moi je l'ai fait, un salarié. Et donc, du coup, ben, on tombe des nues quand on s'aperçoit qu'il faut faire la DSN, le document unique d'entreprise. Vanessa, si je me suis pas trompé de prénom, notre inspectrice du travail nous a bien dit qu'il y avait aussi un autre document à faire en amont, le registre unique. Donc, c'est des trucs pareils, ça, c'est des choses que j'apprends. Et en fait, je m'aperçois encore, même en ayant pris le plus d'informations possible, qu'il y a encore des choses que je ne sais pas. Donc, une fois encore, merci d'avoir organisé ça, David, parce que ça permet quand même à beaucoup de personnes de pouvoir se retrouver dans une situation qui sera plus facilitante par la suite. Pour moi, dans mon cas, je suis content de l'avoir fait tout seul, mais n'empêche que j'aurais aimé qu'on me conseille. Mon premier recrutement s'est très bien passé. J'ai malheureusement pas grand-chose à vous dire. Heureusement, je suis content, enfin j'ai de la chance. Je suis tombé sur une personne qui est câblée à peu près comme moi, la même mentalité, et on fonctionne très très bien ensemble. Après, pour avoir vécu ça dans dans la branche dans laquelle j'étais avant, oui, ça peut devenir vite très difficile. Quand je vois le témoignage de monsieur d'avant qui dit que bah, il avait un CDD, il a ensuite un CDI, et dans le CDI, en fait, il s'est laissé couler la vie douce, on va dire, ça m'étonne pas. Et malheureusement, en fait, c'est le constat que tout le monde, tous les employeurs, je crois, font aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. La problématique, elle est vraiment là, quoi. On tombe sur quelqu'un, on a l'impression que ça va bien, et ça se passe au final pas si bien que ça. Tout est une question en fait d'être très bien informé en amont de ce que ça peut coûter, et c'est compliqué de le voir en amont, de ce que ça peut représenter comme charge de travail, et c'est compliqué aussi de le voir en amont. Et en fait, je reviens là-dessus, on a vraiment besoin d'être, en tant que gérant d'entreprise, d'être vraiment plus informé,
plus formé, même si c'est possible. Alors, après, c'est toujours pareil. Moi, je sors de formation, je m'étais dit que j'avais eu assez de bagages et assez d'expérience. Ça aide, mais quelqu'un qui commencerait vraiment avec. Moi, j'ai 35, 36 ans maintenant. Quelqu'un qui commence à 25 ans, qui embauche son premier salarié, c'est tendu. S'il n'a pas un bon comptable derrière, s'il n'a pas quelqu'un pour l'aider ou le conseiller, ou s'il n'a pas des parents qui sont dans le milieu, je vois pas comment on peut faire ça sereinement, en tout cas. Moi-même, même maintenant, avec l'expérience que j'ai, qui est pas non plus forte, hein, l'entreprise, elle existe depuis août 2024. J'ai un salarié que depuis novembre, et donc du coup, depuis novembre, j'apprends encore des choses. Le DUER, je savais qu'il y avait un document à faire, mais je ne l'ai pas fait encore. Donc je suis vraiment en limite parce que j'ai mon salarié qui est là et il est brouillon sur mon bureau d'ordinateur, mais il est pas encore fait. Et donc là, moi, je suis coincé. Je me dis, faut pas qu'il se passe quelque chose parce que là, je vais me faire taper sur les dos. Mm. Voilà. Très bien. Bah, je vous remercie en tout cas pour ce témoignage. Pas d'écueil ou de piège que vous auriez pu rencontrer ou à éviter pour les entreprises qui n'ont pas encore fait de recrutement. J'ai bien noté s'informer, en tout cas de votre côté, s'informer pour être au courant justement des choses à faire. Pas de piège, il faut vraiment donc s'informer. Le piège, enfin, je dirais pas que c'est un piège, mais la problématique que j'ai rencontrée, c'est en fait le coût. Euh, j'ai l'impression que dans votre tableau que vous avez mis tout à l'heure, le salaire brut, le salaire net, Mm. les charges patronales, j'ai l'impression que le coût global est pas du tout. J'ai fait un calcul vite fait, il y avait un delta de 375 euros. Euh, Oui, pour c'est moi, c'est des variantes. Ouais, voilà, pour moi, le coût global, il est nettement supérieur. Pour vous donner Mm. un ordre de grandeur, enfin, c'est des chiffres comme ça, je suis à 2200 euros de salaire brut pour mon salarié, soit 1700 euros à peu près net. Donc Ouais. pareil, hein, ça peut varier. Moi, mon coût global à moi, il est à 3080. Donc je Mm. paye en totalité Ouais. 3080 pour un salaire à 2200 euros brut. Mm. Donc, je pense que voilà, je ne sais pas si vous pouvez vérifier en tout cas votre tableau, mais le 1875 ou 76 de mémoire que vous avez indiqué dans un des flyers, pour moi, alors en Ouais. tout cas C'est- sous la convention collective et TARF, donc entreprise de travaux agricoles, ruraux et forestiers, moi je suis pour un 2200 brut, je suis à 3080 avec ma part patronale. Bien sûr. Alors, enfin voilà, moi je l'ai dit, hein, c'était des chiffres indicatifs. Pour moi, on est Oui. vraiment sur le minimum de ce qu'on peut payer. Mon tableau indique le minimum. Et donc, on peut carrément payer plus. Donc Et voilà, vous donc en, c'est vous bah, en êtes un exemple. s'il y a quelque chose à dire, Merci. attention, Ouais, un piège, c'est ça. C'est qu'en fait, on peut d'accord. se dire, bon, on recrute. Allez, moi j'étais salarié avant, gestionnaire de personnel, mais salarié. Euh, J'avais pas pris conscience qu'en fait, quand je négociais avec mon patron un net, il me disait, mais en fait, arrête de négocier du net, négocie un truc brut, parce que Hmm. ce qu'on oublie en tant que salarié, c'est qu'on paye pas la part ouvrière, c'est notre Mm. employeur qui le fait. Et ça, c'est un truc, en fait, on s'en rend pas compte en tant que salarié. Et en fait, le salarié a envie de taper sur les doigts de son patron en disant, mais attends, tu me payes 1006 net. Enfin, c'est pas cool. Mais en fait, le patron, il paye 2002. Il y a la part En patronale qu'en proportionnel. fait, le salarié devrait payer à l'État. Sauf que c'est l'employeur qui le paye à l'État avant, dans le but de raccourcir les intermédiaires, etc., etc. Mais voilà, Hmm. et en fait, c'est quelque chose que j'ai enfin pris conscience en devenant patron. Et ça, c'est assez, c'est assez nouveau. Et en fait, maintenant, je comprends ce qu'on me disait avant. Je me disais, mais ils sont complètement cons. Mais en fait, non. Et en fait, on est dans cette situation-là où je me disais, bah, en fait, les salariés crachent souvent sur. Mais en fait, ouais, j'ai craché sur mon patron. Et aujourd'hui, bah, je me dis, voilà. Donc, j'essaie d'expliquer, en fait. Parce qu'on est encore dans cette histoire de information. Si on peut informer au maximum, si on peut. Ça paraît bête, mais des fois, faut rabâcher des choses qui paraissent être du bon sens. Mais en fait, même le bon sens paysan, on n'a pas tous le même. Donc voilà. Très bien. C'est parfait pour conclure du coup sur ce webinaire. Je vous remercie en tout cas pour tous vos témoignages, Frédéric, Vanessa, Damien et Pierre-Alexandre, sur ce sujet qui est assez prenant du premier recrutement, hein. On a un petit peu dépassé parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur ce premier recrutement. Toujours est-il que faut pas hésiter à nous contacter, nous Fibois, ou même les interlocuteurs que vous avez pu
À voir aujourd'hui si vous avez des questions sur votre premier recrutement. Le support sera également diffusé côté newsletter Fibo Aura. Et pour d'autres sujets RH, n'hésitez pas également à nous recontacter. Voilà, merci en tout cas pour votre écoute et votre participation. Merci Merci beaucoup à beaucoup. tous. Si Ouais, je peux rajouter Merci. un bonne détail, journée. Au revoir. Merci. est-ce qu'on aura les contacts de tout le monde ou pas? C'est possible Oui, oui, dans un... oui, je peux les envoyer si Moi, je suis ça. intéressé pour me faire taper sur les doigts par l'inspection du travail, donc Ah, j'aimerais bien discuter avec Vanessa si Ah c'est on possible. bah, aime bien ça. Pas de problème. Merci. parfait, Merci à très vous. bien. Bonne journée. Au revoir. Merci à Au tous. Au revoir. revoir, merci. Bonne Au revoir. Au journée. revoir, merci beaucoup. Merci. Au revoir.